Merci à tous d'être ici. Donc on est très heureux avec Antoine qui va prendre le relais immédiatement de vous accueillir pour ce deuxième épisode, numéro de notre saga qui consiste à examiner chaque année le budget dans le détail avec une dimension macroéconomique, une dimension plus microéconomique liée aux ménages et aux entreprises. Merci à tous ceux qui vont prendre la parole, tous ceux qui ont travaillé à ce projet. Merci à François Lenglet qui va animer tout à l'heure. Vraiment, c'est un grand plaisir, François, de pouvoir compter sur toi, qui va animer tout à l'heure la table ronde avec les parlementaires qui là aussi vont nous faire le plaisir de revenir, pour certains d'entre eux exactement pour la deuxième fois. Ça sera l'occasion d'un examen du budget, ça sera aussi l'examen peut-être rétrospectivement en partie de voir ce qu'on avait dit l'année dernière, en tout cas dans le cas des prévisions macro qui s'est réalisé ou pas, donc c'est un peu un moment de vérité aussi, et puis c'est surtout le point de départ d'une opération qu'on espère régulière et qui au moins pour ce quinquennat va nous permettre de manière cumulative de voir tous les effets qui ont été produits par les mesures. Une année n'efface pas l'autre, elles s'ajoutent les unes aux autres et tout ça va donner, j'espère, beaucoup de cohérence. L'année dernière, l'impact était assez considérable de ce qui avait été présenté dans l'opinion publique, dans le débat public. On espère que ce sera le cas cette fois-ci aussi. Bon, je ne peux pas m'empêcher de terminer aussi par un mot en honneur à Esther Duflo, qui a fréquenté ce campus comme élève, puis comme collègue, qui met évidemment la barre très haut pour nous tous, mais c'est exactement l'exercice auquel nous nous astreignons de passer cette barre, aussi haute soit-elle, pour rester dans l'excellence de tout ce que nous avons commencé à faire ici et continuer de faire. Voilà. Merci, Antoine. À vous. Donc, bonjour à tous, donc Antoine Bozio, je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques, je mets de conférences à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris. L'Institut des politiques publiques est un partenariat scientifique entre l'École d'économie de Paris et le Jeunesse, qui a pour but de mener des évaluations de politique publique, d'amener la recherche scientifique au débat public, dans ces débats d'évaluation et de discussion. Donc je remercie ici PSE et le Jeunesse pour leur soutien depuis le départ sur le projet de l'IPP. Je remercie évidemment Daniel Cohen et le CEPREMAP pour s'être associés et avoir donné, comme Daniel l'a fait pour tous ses élèves, avec enthousiasme sur les projets et d'arriver à communiquer cet enthousiasme. Beaucoup d'entre nous ne feraient pas d'économie sans lui, y compris celles et ceux qui ont été hier, qui ont reçu les distinctions qu'on a entendues hier. Daniel a remercié François Lenglet, je le redis à nouveau, d'avoir réussi à animer ce débat. Pour nous, à l'IPP, l'objectif et la mission qu'on s'est donnée, c'est évaluer pour mieux débattre. Donc on va vous présenter les évaluations, nos travaux, pour alimenter le débat. Et quoi de mieux pour un débat démocratique que d'inviter des parlementaires, des membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour réagir au vu de ces évaluations, pour avoir ce débat politique et du coup manifester la façon dont on débat dans notre pays. Je remercie aussi ces parlementaires. Ils ont accepté de sacrifier leur pause déjeuner pour venir justement débattre ici pendant l'examen du PLF qui reprend dès la fin de cette conférence jusqu'à tard dans la soirée. Donc merci à eux d'avoir fait cet effort. La conférence est retransmise en direct sur Internet, donc je salue les millions d'internautes qui suivent en ce moment même cette conférence. Vous pourrez tous la revoir en replay dès la fin de la conférence, pour les meilleurs moments que vous vouliez revoir. Alors, il y a 3 nouveautés cette année par rapport à l'année dernière. La première nouveauté tient au fait que nous avons eu accès depuis cet été à de nouvelles données extraordinaires, des données administratives, des données fiscales d'une très très grande précision. Depuis fin juillet, nous avons reçu l'accès, dans un cadre sécurisé, aux données de l'exhaustif des déclarations d'impôt sur le revenu. En panel, on suit les ménages, les foyers fiscaux d'année en année. Les données de l'ISF, de l'IFI, en exhaustif, appariées aux données d'impôt sur le revenu. Ce sont des sources de données considérables qui jusqu'à maintenant n'étaient pas du tout accessibles à la recherche, qui maintenant vont pouvoir être exploitées à des fins de recherche scientifique et d'évaluation. C'est un impact très transformateur pour la recherche qui va être conduite en France sur ces données-là. Et je crois qu'il faut souligner l'effort qui a été fait, en particulier par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, d'avoir mis accès ces données. Et donc, je crois que c'est très important parce que souvent, on a dit que le ministère des Finances était
à la traîne, vous voulez protéger de façon finalement pour donner peu d'accès à ce type de données. Aujourd'hui, le ministère des Finances est un ministère modèle dans l'accès aux données administratives et donc je pense que ça mérite d'être souligné. Merci également à l'INSEE, au comité du secret statistique, au CASD qui nous permettent finalement d'avoir accès à ces données dans un cadre extrêmement sécurisé pour protéger les secrets qui doivent être protégés, c'est-à-dire la confidentialité de ces données, tout en permettant l'accès et faire réaliser des travaux de recherche scientifique. Alors l'accès à ces données, ça change les choses. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments dans les présentations qu'on va vous faire qui sont modifiés par l'information nouvelle qui sont disponibles dans ces données. Donc deuxième nouveauté, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on a présenté l'année dernière et ce qu'on refera et qu'on va présenter aussi également cette année, c'était l'impact du budget, ce qu'on appelle en statique, en disant le lendemain du budget, qui est touché, mais en faisant l'hypothèse que rien ne bouge. Il n'y a pas de réaction comportementale. Et c'était un point très important de la discussion, puisqu'une grande partie des mesures que le gouvernement actuel met en place, il les met en place avec des fins de faire modifier les comportements, de changer la réaction des acteurs économiques. Donc c'est très important d'arriver à mesurer la réaction de ces acteurs. Et là, on va vous présenter avec des méthodes qui, là encore, dont les pionniers ont été Esther Duflo. Et je me souviens de mes premiers cours où la méthode qu'on va utiliser pour les travaux m'a été enseignée par Esther Duflo la première fois. La différence de différence, qui est aujourd'hui une des méthodes très traditionnelle de l'évaluation des politiques publiques, a été réalisée par ces chercheurs pionniers. Et d'une certaine façon, très vite, on s'est aperçu qu'on pouvait l'appliquer aux aides à l'aide en développement, mais on peut l'appliquer à toutes les politiques publiques. Et là, on l'appliquera à la question de la fiscalité des revenus du capital. Troisième nouveauté, la mission de l'IPP, c'est de communiquer au grand public. C'est pas uniquement de faire de la recherche universitaire et des publications universitaires, c'est aussi d'arriver à diffuser ces informations au grand public. Et donc là, on a mis au point, avec l'aide des web designers de WeDoData, un site dédié à l'évaluation du budget, donc budget.ipp.eu, où vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de l'évaluation sur le budget, retrouver tous les graphiques qui seront présentés, plus tous ceux qui ne seront pas présentés, télécharger les données et être capable de finalement de regarder avec l'ensemble des informations qu'on a pu évaluer, faire votre propre vision de ce que donnent finalement ces informations. C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la capacité finalement à animer le débat public. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Pour aller tout de suite, finalement, on va se lancer dans le bain. Donc, la première présentation du contexte macroéconomique. Et donc, j'invite Thomas Brand, directeur de l'Observatoire macroéconomie du CEPREMAP, à nous planter le décor avec la croissance pour 2020. Je suis ravi de participer à la discussion du budget 2020, en tout cas pour sa partie macroéconomique. Pour rappel, le projet de loi de finances en tant que tel, c'est un objet qui marie finalement très bien deux champs en économie qui sont la macroéconomie et les finances publiques, au cœur des préoccupations du CEPREMAP. Et finalement, les chercheurs ont l'habitude pour comprendre ces interactions souvent complexes entre macroéconomie et finances publiques, d'avoir recours à des modèles d'équilibre général qui, eux, sont le cœur du métier du CEPREMAP. Pour créer ces modèles d'équilibre général, on a souvent recours à des outils qui, eux-mêmes, sont développés par le CEPREMAP. Donc j'en mentionne deux, les deux principaux, qui sont Dinar. Dinar, c'est un logiciel qui sert à écrire, simuler, résoudre, estimer des modèles d'équilibre général. C'est utilisé par des dizaines de milliers de personnes de par le monde, dans les banques centrales, dans les institutions académiques, dans les universités. Et puis l'autre grand outil développé par le CEPREMAP, c'est DBnomics. C'est la plus grande base de données macroéconomiques libres du monde maintenant, avec près de 600 millions de données. Et c'est donc fort de ces deux outils qu'on a créé au CEPREMAP un modèle, notre propre modèle d'équilibre général, qu'on va utiliser
pour analyser le PLF 2020. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet PLF 2020, je ferai un bref récapitulatif des positions du CEPREMAP prises l'année dernière. Donc pour rappel, la croissance prévue par le CEPREMAP pour l'année 2019 en octobre 2018 était d'1,5% contre 1,7% prévu par le gouvernement. Selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE d'octobre 2019, la croissance pour 2019 prévue est de l'ordre de 1,3%. Je pense que le CEPREMAP, comme le gouvernement, n'avait pas anticipé ce brusque arrêt de la demande mondiale et qui permet d'expliquer pourquoi les deux prévisions surperforment par rapport à les 1,3% prévus dernièrement par l'INSEE. Le deuxième rappel que je ferai, c'est que la croissance prévue en 2020 est de 1,2% par le CEPREMAP lors de l'analyse du PLF 2019, contre toujours 1,7% pour le gouvernement. Cette position était justifiée, selon nous, dans la mesure où la croissance française ne pouvait pas se maintenir durablement au-dessus de la croissance potentielle dans un contexte que nous estimions d'assez fort ajustement budgétaire. Donc maintenant, passons à l'analyse du PLF 2020. Et une des informations principales de ce PLF 2020, c'est une prévision de croissance de 1,3% pour l'année 2020. Et donc d'emblée, se pose la question, au vu des différentes hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à ce PLF 2020 et des révisions de ces hypothèses importantes par rapport à ce qui a été fait dans le PLF 2019, peut-on quantifier ces différents effets? Et est-ce que nous, en quantifiant à l'aide du modèle d'équilibre général développé par le CEPREMAP, est-ce qu'on arrive à retrouver une prévision de croissance de l'ordre de 1,3%? Ça sera la première partie de mon exposé. La seconde, on prendra un horizon un peu plus large et on regardera ce qui se passe, en tout cas les prévisions pour les années 2021-2022. En deux temps. Premièrement, on prendra là encore le modèle du CEPREMAP et on tiendra compte à hypothèses données par le gouvernement de la croissance mondiale, de l'évolution des recettes et des dépenses publiques. Et là, on comparera nos prévisions aux leurs. Puis, puisque l'horizon s'élargit un peu, on pourra même se questionner sur la vraisemblance des hypothèses retenues. Et on fera un focus en particulier sur les hypothèses de croissance mondiale qui nous semblent un peu optimistes. Et du coup, on évaluera des scénarios alternatifs. Mais tout de suite, pour prendre la mesure plus en détail des révisions des prévisions entre les deux PLF, donc je vous invite à regarder la colonne 2020, donc les chiffres en rouge, je commenterai cela seulement. Donc on se rend bien compte que dans le PLF 2019, la croissance prévue pour 2020 était d'1,7%. Selon le CEPREMAP, l'année dernière, on prévoyait une croissance de 1,2 pour 2020. Et dans le PLF 2020, on prévoit une croissance pour 2020 de 1,3%. Si on devait essayer de résumer les sources importantes de cette révision de croissance, on a choisi d'en prendre deux qui nous paraissent essentielles. La première, tout le monde en a entendu parler, c'est la révision de la demande mondiale adressée à la France. Cette demande mondiale, pour l'année 2020, a été révisée de 4,4% l'année dernière à 2,6% cette année. Donc là encore, on regarde la colonne 2020. Donc 1,8 de demande mondiale en moins adressée à la France en prévision. La seconde source importante de révision, c'est donc là c'est un résumé, disons, à travers le solde public. On se rend compte, toujours dans la colonne 2020, que le PLF 2019 anticipait un solde public de l'ordre de moins 0,9 points de PIB, et qu'en revanche, le PLF 2020, pour l'année 2020, anticipe un déficit public de l'ordre de moins 2,2 points de PIB. Donc ça veut dire une révision et une dégradation du déficit public de l'ordre de 1,3 points de PIB. Donc derrière dégradation du déficit public, on peut parler aussi de relance budgétaire, certes contrainte et forcée
puisque des événements de l'automne 2018 ont amené le gouvernement à modifier sensiblement les trajectoires de dépenses publiques, et les décisions annoncées aussi par le président de la République en avril 2019. Mais tout ça fait en sorte que, finalement, il y a je parlerai de relance budgétaire par commodité, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, en tout cas dans les faits, c'est-à-dire qu'il y avait une aggravation du solde public. Alors si on va un cran plus loin, pour savoir quels sont les éléments, quels sont les facteurs derrière cette dégradation du solde public. C'est nécessaire pour évaluer ensuite, dans notre modèle, l'effet sur le PIB. Donc là, on présente uniquement les recettes totales en bleu en part de PIB, prévues par le PLF 2019, et les dépenses totales en rouge, prévues, là encore, en part de PIB, dans le PLF 2019. Ce que vous voyez, j'insiste simplement sur l'effet, sur la cassure que vous voyez avec une pente quand même assez raide entre 2019 et 2020. Donc il y a certes une consolidation budgétaire qui était prévue par le gouvernement à ce moment-là. Il faut aussi prendre en compte la mesure qui est la fin du doublement de l'effet CICE. Donc ce n'est pas 2 points de PIB du coup de consolidation budgétaire, de diminution des dépenses qui étaient prévues, mais plutôt de l'ordre de 1 point de PIB de consolidation budgétaire plus la fin du doublement du CICE. Et donc quand on compare ces trajectoires prévues par le gouvernement l'année dernière à celles prévues aujourd'hui, donc il faut faire la différence entre les traits pointillés au préalable et les traits pleins maintenant. Donc prenons les dépenses publiques, donc en rouge toujours. Ce qu'on voit maintenant, c'est en tout cas pour l'année 2020, la consolidation budgétaire que j'ai mentionnée précédemment n'a plus lieu. On voit que finalement la cassure de 2019 vers 2020 n'est autre que le reflet de la fin, à grands traits, n'est autre que le reflet de la fin du doublement du CICE. Une remarque sur les années suivantes. Toujours en regardant les deux courbes rouges, on voit qu'elles ont sensiblement la même pente à partir de 2020 et 21, à partir de 2021-2022. Elles ont la même pente, ce qui veut dire que finalement le rythme de consolidation budgétaire prévu par le gouvernement lors du PLF 2019 est bien le rythme qui sera prévu toujours qui est toujours prévu dans le PLF 2020. Donc finalement le rythme de la consolidation budgétaire, modulo l'arrêt de consolidation budgétaire pour cette année, 2020, on reste sur un rythme de consolidation identique assez similaire à ce qu'il y avait précédemment. Pour les recettes, on voit aussi que dans ce cas-là, il y a bien un effet relance en 2020 avec moins de recettes totales que celles prévues l'année dernière. Donc on a bien une double relance, à la fois plus de dépenses et moins de recettes. Donc la question précise à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est la suivante. Que s'est-il passé par rapport au 1,2 de croissance du PIB prévu par le CPREMAP pour 2020 ? Donc je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a deux grands effets, deux grandes sources de révision. La première qui joue à la baisse pour le PIB, c'est les 1,8 de demande mondiale adressée à la France en moins par rapport au PLF 2019. Donc là, pour chiffrer l'impact de cette révision, on utilise le modèle du CPREMAP et ça reste assez facile pour nous parce que les canaux de transmission d'un choc de demande mondiale adressé à la France sont assez explicites et du coup on sait qu'on est à peu près par rapport à ce que fait le Trésor, ces élasticités-là sont assez bien documentées et assez peu sujettes à controverse. Donc, finalement, on retrouve moins 0,5 points environ. Ça nous semble être voilà. Donc ça c'est notre première estimation. Le second effet qu'on juge positif, donc l'effet de relance budgétaire contrainte, donne l'occasion à une dégradation du solde public d'1,3 point de PIB. Et d'après le modèle du CPREMAP, cela a un impact positif sur le PIB de l'ordre de 0,7 points de PIB. Donc là, je détaillerai quand même 30 secondes cet effet-là, parce que c'est là où on se rend compte que les modèles d'équilibre général peuvent être utiles, dans la mesure où derrière, je l'ai dit, derrière une dégradation du solde public d'1,3 point de PIB,
on voit que toute une palette d'instruments budgétaires et fiscaux sont mobilisés. Et chaque instrument fiscal et chaque type de dépense publique, chaque grand poste, bien sûr, ont des canaux spécifiques de transmission à l'économie. Et c'est ça qui est tout l'enjeu de nos modèles, c'est de bien à la fois comprendre ces canaux, à la fois de comprendre si l'effet est diffus ou plutôt instantané, à la fois si on s'adresse davantage à des ménages contraints ou à des ménages plus riches. Dans ces cas-là, les effets seront très différents. Donc, et c'est pour ça que quand on fait cette nouvelle simulation, donc nous, notre appréciation, c'est que le PIB augmenterait, à toutes choses égales par ailleurs, de l'ordre de 0,7 points de PIB. Quand on fait le bilan, en tenant compte de ces deux effets, on obtiendrait donc un PIB français en 2020 de l'ordre de 1,4%. Un taux de croissance du PIB de 1,4%, ce qui est légèrement supérieur à la prévision du gouvernement de 1,3%, mais au fond, c'est assez cohérent avec notre position de l'année dernière, puisque l'année dernière, je vous rappelle, on estimait que le gouvernement peut-être sous-estimait, par rapport à notre modèle du moins, certains multiplicateurs budgétaires. Donc, dans cette nouvelle phase de relance budgétaire relative, il paraît assez cohérent qu'on soit légèrement plus optimiste que le gouvernement. Voilà pour 2020. Pour ce qui est de 2021-2022, quelles sont les hypothèses du gouvernement ? Le PIB, selon le gouvernement, se maintient, en tout cas le taux de croissance du PIB se maintient à son potentiel. Il y a un rétablissement progressif de la demande mondiale, mais à des taux, cela dit, un peu moindres qu'avant. Et enfin, je l'ai redit, une résorption du déficit public à un rythme similaire au précédent PLF. Donc là, deuxième exercice dans lequel se lance le CPREMAP, c'est à hypothèse donnée de demande mondiale et d'évolution des recettes et dépenses publiques, quelle serait notre prévision de croissance par rapport à celle du gouvernement ? Le résultat, c'est que la croissance moyenne prévue par le CPREMAP en 2021 et 2022 est assez similaire à celle du gouvernement. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en 2020, donc il y a bien le petit effet optimiste du CPREMAP, donc on est légèrement au-dessus on est à 1,4% par rapport à ce que prévu le gouvernement, et on est légèrement en dessous pour ce qui est de 2021-2022. Mais finalement, la discussion qui est plus intéressante, c'est de savoir, c'est de questionner les hypothèses mêmes qui président à ces résultats. Et là, on se rend compte que finalement, on a des raisons légitimes de penser que la croissance mondiale, et du coup, et par effet transitif, la demande mondiale adressée à la France, pourrait stagner. Donc il y a plusieurs facteurs que je rappellerai brièvement qui permettent d'anticiper plutôt une stagnation. Donc, on pense évidemment au ralentissement chinois qui est tributaire d'une phase de désendettement. Cette phase de désendettement, comme on le sait, sont rarement des épisodes d'une année ou deux, en dépit des réactions très accommodantes de la politique monétaire chinoise, en dépit du quasi-stimulus, du quasi-relance budgétaire en Chine. On sait que c'est des phases qui prennent du temps. Donc on voit assez mal comment il y aurait un regain des importations chinoises à un horizon court. L'inversion de la courbe des taux aux États-Unis est aussi un très bon indicateur avancé de l'état de l'économie. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au cours des 9 dernières récessions, 8 étaient précédées par une inversion de la courbe des taux aux US. Donc là encore, c'est des bonnes raisons de penser que, à minima, la demande mondiale pourrait stagner. Le moteur allemand grippé, alors là, il y a une controverse dans laquelle je ne vais pas rentrer sur est-ce que c'est un effet très conjoncturel ou au contraire, est-ce que c'est plutôt le modèle allemand, c'est les types d'exportation qui est remis en cause. Et bien sûr, pour ne pas le mentionner, Brexit avec ou sans accord et toute l'incertitude politique et économique qui l'entoure. Tous ces facteurs et bien d'autres pourraient remettre en cause cette demande mondiale. On peut citer Laurence Boone aussi, qui est encore dans les perspectives éco de l'OCDE de septembre, jugeait que la croissance mondiale pourrait rester bloquée à un niveau durablement bas. Donc l'exercice auquel on se prête maintenant, c'est
là encore avec notre modèle, quelle serait la trajectoire du PIB sans reprise de la demande mondiale. J'insiste pour dire qu'on n'est pas pessimiste, hein, c'est pas un scénario alternatif pessimiste, mais c'est simplement conservateur, au sens où on prend la moyenne 2019-2020 de la demande mondiale adressée à la France et on l'applique à 2021-22. On voit que le PIB, dans ce cas-là, le PIB français serait d'environ 1,1% en 2021 et 2022, soit bien en dessous du potentiel. Et là, donc la conséquence qu'on veut mettre en exergue maintenant, c'est qui est quasi mécanique finalement, c'est la conséquence sur la dette publique. La dette publique qui est aujourd'hui qui flirte avec les 100 points de dette en part de PIB, cette dette publique augmenterait mécaniquement. Franchirait la barre très certainement des 100% du PIB. Donc il n'y a pas la littérature empirique et même théorique ne montre pas d'effet de seuil et d'inversion des canaux de transmission à partir d'une hypothèse de 90-100 points de PIB. Il y a très peu de fondements à cette littérature. Il n'empêche qu'on pourrait envisager, en termes plutôt d'économie politique, une tentation certainement plus grande d'une politique budgétaire procyclique, où la visée serait, par le politique, la visée serait le désendettement public dans des situations de croissance faible. Et donc, avec tous les risques que ce type de politique comporte. Je terminerai par une réflexion sur les conséquences de cette plus faible croissance. Bien sûr, la croissance, ce n'est pas seulement un chiffre comme ça abstrait, il y a des conséquences extrêmement directes, et notamment en termes d'emploi, qu'on a voulu chiffrer. Donc là, ce que je vous propose, c'est, sur les 10 dernières années, on a regardé la corrélation, en tout cas les co-mouvements, entre d'une part le taux de croissance du PIB en écart à la croissance potentielle, ça c'est les barres rouges, et le taux de croissance du nombre d'heures travaillées par tête les 15-64 ans. Et donc, on a divisé ça les 10 dernières années en sous-périodes. Donc, donc ce qu'on voit d'emblée, c'est que dans des phases de croissance assez fortes, du moins au-dessus du potentiel, on a des créations d'emplois. Donc, typiquement, au cours des 2 premières années du mandat Macron, on a bien une assez forte croissance des heures travaillées. Ce phénomène a déjà été rencontré par le passé, d'ailleurs pas si lointain, puisque les dernières années du mandat Sarkozy 2010-2012, on a pu assister, lors d'une croissance au-dessus du potentiel, à déjà un taux de croissance en nombre d'heures travaillées par tête important. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est que finalement, en regardant cette fois la partie 2015-2017, c'est que même si la croissance est un peu flirte avec le potentiel, on parvient à des situations, à des taux de croissance du nombre d'heures travaillées. Et donc, l'une des questions qu'on s'est posées, et je terminerai par là, c'est quelle est la part, dans cette variation des heures travaillées, quelle est la part imputable à la conjoncture et la part imputable à des politiques de l'emploi. Et donc, on s'est livré à cet exercice pour la période 2017-2019, et sur les plus 1,1 de croissance observée de l'emploi, une large portion est attribuable à la conjoncture, plus 0,9 points. Ça, c'est un résultat tiré du modèle, là encore, du CEPREMAP. Donc finalement, on se rend compte que, la part imputable à la conjoncture est importante. 2, elle n'épuise pas pour autant cette observation, cette croissance de l'emploi. Alors, est-ce que c'est l'impact des réformes du marché du travail ? Est-ce que c'est le basculement du CICE en allègement de cotisations sociales ? Vous avez remarqué la forme interrogative que j'ai employée, parce que ça reste un travail qui est en cours, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour y réfléchir et pour essayer de vous présenter les résultats. J'insiste pour dire que cette question est cruciale, dans la mesure où s'il y a un ralentissement persistant dans le monde mondial, à ce moment-là, une croissance effective en dessous du potentiel pourrait entraîner des baisses des heures de total travaillées, à moins de politiques de l'emploi adaptées. Je vous remercie.